La vie des personnes qui savent que la Terre est ronde, ou plutôt que c'est une ellipsoïde de révolution aplatie au pôle et renflée à l'équateur, est un peu compliquée en ce moment. En effet, chaque matin sur YouTube, on voit apparaître de nouvelles vidéos, toutes aussi absurdes les unes que les autres. Heureusement pour moi, lorsque je me lève le matin et que j'ouvre la porte de mon bureau, j'ai une vue qui est quand même exceptionnelle. J'ai en effet une vue sur les montagnes des Hautes-Alpes, avec en face de moi le vieux village de Puy-Saint-Vincent, la chapelle Saint-Romain, au fond la montagne de l'Aiglière, cachée derrière les arbres, le Josselme et le Bonvoisin à 3600 mètres d'altitude, la Blanche à presque 3000 mètres d'altitude, et puis derrière, caché dans les nuages, un des sommets les plus élevés de la vallée dans laquelle j'habite, le Pelvoux. On est quasiment à 4000 mètres d'altitude. Et si je retourne au milieu de la vue, il y a donc le sommet de l'Aiglière que j'ai déjà mentionné, à 3308 mètres d'altitude. Alors ces deux sommets sont importants parce que l'un et l'autre, ils ont servi à vérifier, entre autres choses, de manière très précise, que la Terre est bien ronde, ou plus exactement, ellipsoïdale. Le Pelvoux a servi entre 1828 et 1830, et puis après, de nouveau, à chaque révision de la carte générale de la France, jusque de nos jours, le Pelvoux, donc, a servi de station géodésique. Il fait partie des points de la géodésie fondamentale de la France au XIXe siècle, points qui servent à mesurer la courbure de la Terre, entre autres choses, et à établir la carte générale de la France. Donc ça, c'était 1828-1830 pour la première fois, avec le fameux Adrien Durand, qui est manifestement le premier à être monté au sommet du Pelvoux. Quant au sommet de l'Aiglière, qui est 600 mètres plus bas, à 3300 mètres d'altitude, lui, c'est presque 100 ans plus tôt, en septembre 1751, qu'il a été visité pour la première fois par des géodésiens et des géomètres qui se sont servis de son sommet pour établir un signal, un jalon, selon les termes de l'époque, qui a permis de viser d'autres jalons posés sur d'autres sommets alentours, notamment la Blanche et le Grand Pic de Montbrison, et qui a permis, par ce triangle qui n'était qu'un parmi de très nombreux triangles, d'avoir une représentation géodésique assez précise des Alpes du Sud, de Grenoble jusqu'à Nice, dans le cadre de l'établissement d'une carte extraordinaire au 14 400e, dont les feuilles sont conservées en partie au Service historique de la Défense et en partie à l'IGN. Bon, alors c'est une histoire compliquée, celle de Adrien Durand est connue, celle de Bourset de la Seigne au sommet de l'Aiglière est quasiment inconnue, c'est un des sujets sur lesquels je travaille afin d'écrire un livre. Bon, ça fera l'objet de vidéos ultérieures et de livres ultérieurs sur les opérations de cartographie totalement oubliées dans le cœur des Alpes du Sud, qui ne font que confirmer la rotondité de la Terre. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour faire du tourisme de montagne et du tourisme géodésique. On est là pour s'intéresser à Cyprus Star et ses vidéos sur la perspective. Alors, elle fait une expérience qu'elle publie ce matin qui nécessite une grande table. Ça tombe bien, mon bureau fait 2,24 m de longueur. Alors, il est encombré de plein de choses. Mon ordinateur sur lequel je regarde les vidéos absurdes des platistes, tout un tas de livres, d'articles sur lesquels je travaille. Ici, un article sur les chemins de fer au XIXe siècle. Quelques ouvrages, dont le livre très intéressant de l'historien des sciences américain Ken Alder, Mesurer le monde, sur l'expédition de Delambre et Méchain pour mesurer et la forme de la Terre et définir le mètre, et puis des articles plus récents comme celui-ci, Rosetta Stones, sur les absurdités des planétariens au XIXe siècle. Et depuis ma table s'ouvre un couloir qui fait plus de 4 mètres de longueur, au bout duquel j'ai installé mon appareil photo muni d'un téléobjectif de bonne qualité, le Tamron 70-300, réglé précisément au niveau de la surface de la table
et qui va me permettre de faire une petite expérience, soi-disant de perspective. Alors pour faire l'expérience de Cyprus Star, j'aurais pu prendre ma skyline à moi, à savoir le vieux village de Puy-Saint-Vincent, mais je préfère avoir quelque chose de beaucoup plus précis, la souris de mon ordinateur. En effet, sous la souris, il y a de tout petits ergots qui font que la surface plane inférieure de ma souris ne touche pas tout à fait la surface plane de mon bureau, mais il y a un petit jour entre les deux, de quelques dixièmes de millimètre, et il suffit que je bouge très légèrement l'appareil photo ou la caméra, un peu au-dessus, un peu en dessous, pour que je vois apparaître ou disparaître cet interstice de jour qui est bien visible par effet de contraste entre le noir et le marron foncé de la table et le blanc de la lumière qui filtre de par derrière. Et donc cet instrument tout bête, qui m'avait coûté quelques euros lorsque je l'ai acheté, est en fait un excellent instrument de physique en quelque sorte, pour comprendre si effectivement, oui ou non, la perspective, mais je le mets entre guillemets parce qu'on va voir que ça n'est absolument pas une question de perspective, savoir si la perspective entre guillemets fait ou non disparaître les objets lorsque ceux-ci s'éloignent de nous. Et la réponse est évidente et sans appel. Lorsque je place la souris au bord le plus proche de la table de l'appareil photo et lorsque j'aligne le plus précisément possible l'appareil photo et le plan de la table, je vois dans ce premier cas, à la distance la plus proche, l'interstice entre la souris et la table. Et lorsque je déplace la souris 2,20 m, 2,24 m plus loin, lorsque je fais le point sur la souris et que je prends la photo, je vois encore, malgré la défocalisation du bord le plus proche de la table qui brouille un peu l'image, je vois malgré tout l'interstice entre la souris et le plan de la table, alors même qu'elle s'est éloignée de 2,20 m, 2,24 m de l'appareil photo. Cyprus Star est tombé dans le piège du verbiage pseudo-scientifique des gourous platistes. La perspective, c'est une opération géométrique qui vise à projeter un objet tridimensionnel sur une surface en 2 dimensions, typiquement la feuille d'un artiste, d'un dessinateur, la feuille ou le calque d'un architecte, ou enfin le capteur d'une caméra ou d'un appareil photographique. L'opération physique à laquelle procède Cyprus Star n'est absolument pas quelque chose que l'on peut nommer perspective, c'est tout simplement un éloignement. Elle éloigne du foyer d'enregistrement, ici sa caméra, l'image de la skyline. Or, sur un plan, et pourvu que l'appareil photo, l'axe optique de l'appareil photo soit situé pile au niveau du plan ou légèrement au-dessus, sur un plan, donc, l'éloignement d'un objet ne cache jamais sa partie basse. C'est démontrable géométriquement de la façon la plus simple. Cyprus Star ne maîtrise pas les conditions techniques dans lesquelles elle procède à son observation. De toute évidence, l'axe optique de sa caméra et le plan de sa table ne sont pas parfaitement alignés. Ce désaxement de l'axe optique de sa caméra et du plan de sa table introduit entre son capteur et l'image de sa skyline un obstacle qui n'est rien d'autre que le bord le plus proche de la table, et de ce fait, en éloignant l'objet, le bord va masquer le bas de son image de plus en plus à mesure qu'elle s'éloigne. Cyprus Star est une personne pleine d'énergie et de bonne volonté. Ses vidéos
sont nombreuses et elle montre toutes les directions de recherche dans lesquelles elle part. Mais outre le fait qu'elle ne s'est pas expérimentée et observée rigoureusement, Séprustar ignore totalement toute l'histoire qui l'a précédée. En effet, aucune des questions qu'elle se pose ne sont neuves, contrairement à ce qu'elle imagine. Tout a déjà été réglé depuis longtemps, depuis les Grecs, peut-être même avant, mais on n'a aucune trace écrite, depuis les Grecs, et plus encore depuis que l'homme observe et mesure avec précision la forme de la Terre, c'est-à-dire en gros depuis la moitié du XVIIe siècle. Et là, les observations, les preuves observationnelles sont nombreuses, elles se comptent en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers d'observations ultra rigoureuses, ultra précises, et de plus en plus précises au fur et à mesure que l'exigence de rigueur et la qualité des instruments a progressé. Tous les géomètres et tous les géodésiens qui travaillent depuis les années 1650 sur la forme de la Terre l'observent, le mesurent, le calculent. La Terre n'est pas plate.